la dernière ligne droite pour votre punchline week-end. Sondage, les amis. Ce soir, sondage CNews. Journal dimanche, c'est Europe 1. Nouveau sondage, on vous a posé une question. On va vous poser cette question et on vous a posé cette question. Êtes-vous pour ou contre une diminution des aides sociales pour lutter contre le déficit budgétaire en France? La réponse est 56% des Français ont répondu pour. 43% ont répondu contre. On va peut-être voir le détail selon la couleur politique. À gauche, 35% pour, 65% contre, majorité présidentielle 66% pour, 34% contre, à droite 78% pour, 21% contre, extrême droite 66% pour, 33% contre. Réaction, qui veut réagir? À qui je donne la parole? Françoise Laborde. Oui, rapidement, parce que je voudrais qu'on parle également de Elisabeth Badinter ce soir, qui s'est exprimée. La question, c'est de savoir quelle aide, à qui on les enlève, parce que si l'idée c'est de dire on va réduire le bénéfice social d'un certain nombre d'aides pour toujours ceux dont on parle, les OQTF, les étrangers en situation irrégulière, les réfugiés, tout le monde va être pour. Le problème, c'est que tout le monde est d'accord pour réduire les dépenses, sauf quand ça concerne son propre porte-monnaie. Oui. Donc si vous demandez aux Français, par exemple, si on doit dérembourser un certain nombre de médicaments, tout le monde pousse des hurlements, et c'est la même chose pour les frais hospitaliers. Donc ce sondage me laisse un peu sur ma faim. Bon. Magali Wissand, rapidement, parce que je veux vraiment qu'on ait un peu de temps, on arrive au terme de l'émission. Je partage exactement, on le voit bien, on est quand même relativement étonné par les 56% pour, mais on est étonné parce que justement, il est beaucoup trop généraliste, et effectivement, chaque fois qu'on parle de diminution des aides sociales de manière globale, et ben chacun va raisonner à titre individuel, et finalement, par peur que ça vienne toucher son porte-monnaie, eh bien, on reste sur sa réserve. Donc après, on voit bien que par parti politique et qui est pour, qui est contre. Mais oui, je suis pareil que Françoise, je reste un peu sur ma faim. On va essayer sur votre faim. Bon. Ouais. Mais pas de surprise sur la réponse. Non, pas de surprise. Bah, si, quand même, moi, je m'attendais à plus que ça. Plus que ça. Oui, mais c'est trop généraliste. Et pour moi, c'est caractéristique d'une certaine peur. C'est-à-dire, de quelle aide sociale? Puisque forcément, il y a une partie de la population qui se dit, mais moi, je contribue aussi. J'ai un certain nombre d'aides sociales. Ce serait quand même le comble qu'à la hauteur de mes contributions, je n'ai pas non plus les aides sociales minimales auxquelles j'ai le droit. Donc, ça vient toucher l'intérêt personnel et individuel systématiquement. Donc, oui, dès qu'on touche le portefeuille, ça, c'est sujet sensible. Il faut être Nathan Dever, Véronique Jacquier. Nathan Dever. Je crois que c'est intéressant, en effet, de voir ce sondage, parce que même s'il est en effet abstrait, je vous suis là-dessus, ça montre bien quand même que le problème du déficit, je pense pas qu'il faille en avoir une lecture entre guillemets trop populiste, consistant à dire que c'est la faute exclusivement des dirigeants politiques. Évidemment que les dirigeants politiques ont une responsabilité énorme, et dans le déficit, et dans l'explosion de la dette. Mais enfin, dans une démocratie, avec en plus un mandat présidentiel qui est passé à 5 ans, les dirigeants sont aussi des gens, et c'est d'ailleurs leur défaut, qui suivent l'opinion et qui ont peur de l'opinion. Et on peut quand même remarquer que dans les dernières grandes crises que la France a traversées, si le réflexe des dirigeants, et notamment d'Emmanuel Macron, a été d'être dans l'esprit du quoi qu'il en coûte, c'était peut-être moins, je ne suis pas dans leur cerveau, mais c'est peut-être moins par tropisme personnel que par adaptation à une opinion publique dont les sondages, pour le coup, on s'en souvient très très bien, nous disaient qu'il fallait dépenser quoi qu'il en coûte et sans réfléchir aux conséquences éventuelles. On va pas toujours reciter la crise sanitaire, mais les dépenses folles qui ont été faites pendant la crise sanitaire et qui, pour certaines, étaient évitables. On va pas revenir dans les micro-détails, mais par exemple, un moment, je me souviens très bien que les cafés-restaurants avaient proposé un protocole qui n'était pas dangereux d'un point de vue sanitaire, avec des vitres en plexiglas, etc. Et le gouvernement a préféré les maintenir fermés en payant du chômage à 84%, du chômage partiel. Les gens qui critiquaient le quoi qu'il en coûte à l'époque, on les traitait de tous les noms. C'est vrai. D'imbéciles, de criminels, d'irresponsables, de débiles, de gens qui n'avaient aucune vision à long terme des choses. Et je crois qu'aujourd'hui, il faudrait aussi, si on veut vraiment réfléchir à ces questions de déficit, avoir un regard en arrière et se dire que peut-être on s'est un petit peu trompé dans la manière dont on a écarté toutes les analyses économiques ou politiques qui n'entraient pas dans une certaine forme de doxa généralisé d'un quoi qu'il en coûte irresponsable. La dépense, que ce soit à l'échelle d'un individu, d'un ménage, ou que ce soit à l'échelle d'un État, la dépense c'est formidable, la dette c'est formidable, si derrière il y a un projet de croissance. Et c'est pas la même chose si je contracte un emprunt pour acheter un appartement, pour investir, pour construire une entreprise, ou si je contracte un emprunt pour aller faire des achats complètement futiles et, du bon sens. dans un magasin de luxe. Je dis une bêtise, mais je crois qu'il y a quelque chose un petit peu... On peut faire une analogie avec ce qui s'est passé en France ces 10-15 dernières années. Véronique Jacquier.
Votre regard sur ce sondage, surprise, pas surprise? Je trouve qu'il est intéressant parce qu'il témoigne d'une évolution. Souvenez-vous quand même, quand Nicolas Sarkozy était président de la République, c'était haro sur l'assistanat, et c'était travailler plus pour gagner plus, et surtout on doit le travail doit rapporter. Donc sous-entendu, on stigmatise justement ceux qui vivent des aides sociales, et est-ce que ceux qui travaillent et qui cotisent ne payent pas trop justement pour une certaine catégorie de la population qui profiterait. Et à l'époque, ce débat était exclusivement l'apanage de la droite, quand c'était pas d'ailleurs la droite dite dure. Donc ce qui me paraît intéressant, c'est justement de voir un glissement de paradigme. On voit que les Français effectivement ont peut-être plus conscience du fait qu'il faut s'emparer de cette question, parce que dans l'esprit quand même des Français et de tous ceux qui viennent vivre en France, alors sans parler justement des migrants, on en parle tous les jours, des gens qui viennent de l'autre bout du monde, parce que la France reste un pays encore incroyablement attractif, eh bien, il y a toujours sur le tapis cette question des aides sociales. Après, évidemment, pour que le sondage soit complet, il faudrait quand même faire un distinguo, parce que dans l'aide sociale, il y a par exemple l'aide au logement, et souvenez-vous, les APL, quand Emmanuel Macron, au début de son quinquennat, a voulu les baisser de 5 €, ça a fait un scandale. Donc c'est pour ça que je dis, il y a à boire et à manger dans ce sondage. Et puis, il y a aussi, par exemple, les aides pour les handicapés. Donc je pense qu'on peut pas faire quand même un package. Mais ça montre quand même qu'on est capable de s'emparer de cette question, et que les Français sont plus sensibles. C'est déjà pas mal. Effectivement, c'est la fin du tout gratuit et de la France pays de cocagne. Je pense que nos compatriotes se sont bien rendus compte qu'on avait fini de... Et qu'il se passait quelque chose. Qu'il y aura l'addition à payer quelque chose. Et l'addition, quand on la fait, c'est toujours un peu compliqué. En fait, c'est toujours mieux chez les autres. En fait, on est un peu passé du quoi qu'il en coûte au combien ça coûte. Et effectivement, je rejoins ce qu'a dit Nathan, c'est-à-dire que depuis les années 80, notamment depuis 1981, on a augmenté, il y a eu un consensus dans la société au niveau de l'opinion publique et des politiques pour augmenter de manière hallucinante les dépenses sociales. Avec un chiffre qui est marquant, en 1981, les dépenses sociales, c'était un peu moins de 15% du PIB. Aujourd'hui, on est à plus de 33% du PIB. Et pour autant, est-ce qu'on a moins de pauvres qu'en les années 80? La réponse est non, puisqu'on a 9 millions de pauvres aujourd'hui dans notre pays. Donc là, le point qui est, moi je pense que le plus grand problème que va soulever ce sondage, et que je pense qui sera soulevé sur le modèle social français globalement, c'est la blessure qu'a fait François Hollande au modèle social. Alors notamment en revenant sur l'universalité de la politique familiale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, jusqu'au moment où vous aviez la politique familiale qui était universelle, vous aviez des gens qui contribuaient et qui, même s'ils avaient un peu d'argent, gagnaient un peu, 2500, 3000, 4000 €, pouvaient bénéficier un petit peu de la générosité, de la solidarité de la nation. Or, aujourd'hui, en cassant l'universalité de la politique familiale, comme ça a été fait dans les années, en 2012 par François Hollande, vous vous retrouvez avec des gens qui contribuent énormément, excessivement même, je pense. Par exemple, 77% du produit de l'impôt sur le revenu est payé par 10% des ménages les plus riches, et qui ne reçoivent rien. Et donc, vous avez aujourd'hui de plus en plus de gens, classe populaire supérieure, classe moyenne supérieure, petite classe aisée, qui aujourd'hui contribuent énormément à la solidarité nationale et qui ne reçoivent rien. Et je pense qu'aujourd'hui, le vrai problème du modèle social français, c'est qu'il n'est plus universel. Vous voulez rajouter 2 mots? Un tout petit mot. Je suis totalement d'accord avec vous, et c'est la première fois que je fais une analyse économique avec laquelle vous êtes d'accord, je crois. C'est un grand jour. C'est un très grand jour. C'est un très grand jour. Vraiment. Ah oui, j'en suis. Bientôt la sécurité. Ça m'interpelle, je suis surpris. Voilà, ça me bouleverse. C'était ma remarque. Non. Dépêchez-vous, prenez votre temps de parole. Non, très rapidement. Nathan. C'est que vous avez un trio de trois choses qui, prises isolément, ne seraient pas graves, mais quand vous les additionnez, là, ça fait un sujet. Premièrement, un taux d'imposition qui est énorme en France. Deuxièmement, un déficit et une dette qui sont également très élevés. Et troisièmement, chaque fois qu'un citoyen est confronté au service public, il voit que la qualité du service public n'est pas au rendez-vous. Et là, il y a un moment, vous avez parlé de consentement à l'impôt tout à l'heure, il y a un moment où, en effet, les contribuables peuvent estimer, à juste titre, que quand ils voient l'état de l'éducation nationale, de l'hôpital public, de la sécurité, des transports, etc., qu'il y a une sorte d'absence de légitimité dans la configuration globale de nos dépenses. Je me trompe peut-être, mais je pense qu'aux prochaines élections présidentielles, le candidat qui parviendra à trouver une solution sur la base de ce diagnostic précis aura véritablement un avantage par rapport aux autres. Merci. Quand la philosophie... C'est l'état profond, cher à Donald Trump, ce que vous décrivez d'une certaine façon. Oui. Avec Nathan Dever, quand la philosophie mène à l'économie. Incroyable. Oui.
J'en reste à la philosophie. Hein. Mais les deux disciplines sont liées. Allez, on marque une pause, les amis. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 et sur CNews. On parlera d'Elisabeth Badinter. Et quand Elisabeth Badinter s'exprime, on l'écoute. Merci Françoise Laborde. Je savais que vous alliez enchaîner. À tout de suite.